Bonsoir et bienvenue à nous l'émission Face à Face. Aujourd'hui, nous proposons un entretien avec Ashok Soubron, d'abord syndicaliste et ensuite animateur du mouvement Résistance et Alternative. Ashok, bonsoir. Bonsoir, Abibé, tout va nous. Donc, nous commençons cette émission-là avec la partie syndicale ou la partie relations industrielles. Nous trouvons et qui, en début d'année, déjà, il y a un climat de conflit peut continuer. La négociation peut continuer, mais peine aboutit jusqu'à l'air, comme elles ont été l'année dernière. Et là, la convention collective agreement entre Joint Negotiating Panel syndical et Mauritius Sugar Producers Association, l'employeur, et pas encore faire, alors que l'accord précédent il expirait le 31 décembre. Donc nous commençons par l'industrie sucrière. À ce souvent nous trouvons que le journal, surtout week-end, où fin très en vedette, à la fois dans le pot et dans l'industrie sucrière. Nous cause l'industrie sucrière. À ce souvent on peut dire, dans ma demande qui Joint Negotiating Panel syndical peut faire, on peut demander une augmentation salariale de 30%, on peut demander un salaire minimal de 13 700. Et est-ce qu'il est réaliste dans la conjoncture une demande pareille, alors qu'il nous connaît qu'en 2018, avec démantèlement encore plus, situation pour une plus difficile pour nous d'ici quand nous pouvons vendre l'Europe. C'est l'industrie sucrière et la compagnie sucrière, je dis tout le temps, la veille qui est là pour faire le partage de la richesse, et tout le temps évoque une difficulté qui est là, ok, et la bonne difficulté qui est réelle, et la bonne difficulté qui est amplifiée ou bien qui fictif, pour refuser le meilleur partage de la richesse. C'est pas nouveau, c'est une déroulée de dire pendant plus de 200 années dans le pays, et une déroulée à chaque fois qu'il y a une négociation. Ceci dit, mon point qui pour répondre précisément à la question, nous avons le bilan financier de ma compagnie sucrière. Et ma compagnie sucrière, avec plan réforme, je fin bénéficier énormément des compensations que l'Union européenne de nous paye. Il donne à l'État mauricien, à la population mauricienne, le peuple mauricien, et une bonne partie sa compensation-là, il servit pour financer réduction main-d'œuvre dans l'industrie sucrière. Donc, c'est ce qu'on appelle la réforme. La réforme. Ok. Et donc, c'est-à-dire le peuple et l'État, ils financent une dépense que l'employé est supposé faire. Ok. Alors donc, il y a une réduction massive de l'emploi. Deuxièmement, il y a une série de concessions fiscales. Une série de concessions taxes qui fait à la compagnie sucrière. Et là, nous trouvons business later, business IRS, business morcellement, et de qualité immobilier et complexe commercial. Donc, un groupe là, une compagnie sucrière, c'est une restructurée. Et quand on ajoute avec ça le contrat électricité, alors c'est une restructurée pour produire du sucre, bovino du sucre principalement. Deuxièmement, c'est une compagnie qui produit électricité à base de, en partie à base de canne. Et deuxièmement, la terre, alors lesquelles tu peux prendre canne, la terre agricole, peut servir pour business commercial, résidentiel, etc. Donc, quand vous guettez, avant de venir dans la finalité, qui ça veut dire, quand nous guettez la compagnie, c'est d'ici lui-même. D'ici lui-même, Maurice n'est plus exporte d'ici rouge. Oui. Il y a un changement qualitatif
historique important. Et nous exportons, nous raffinons d'ici comme nous exporte, Maurice exporte d'ici raffiné, blanc, d'ici blanc. Nous ça paye aucune connotation péjorative. Raffiné, d'ici qui coulait à blanc. Voilà. Et il est exporté à Suzuki, à une grande compagnie allemande. Et deuxièmement, Maurice exporte d'ici spécial, à peu près une vingtaine. Spécialisé un petit peu avant, mais là, il est accéléré. Et troisièmement, Maurice aussi, dans le cadre de ces là il aussi exporte sous label qui nous appelle Fair Trade. Fair Trade Certification, mon parle de ticket qu'on est là tout. Ok. Et ce qui veut dire qu'avec la compagnie cyclique, vous avez les moyens. Nous avons un chiffre qui est publié, commence à publier dans les médias, dans les médias hier, et vous trouvez que la compagnie cyclique, je florissant. Donc je peux faire profit. Je peux partager dividendes, je peux faire profit, ok, et dans dépendant dimension. Nous allons donner un exemple. Et vous avez un chiffre là. Oui, moi je trouve un chiffre devant moi et je réponds, et c'est que vous-même vous déclarez à la presse écrite. Vous me dites par exemple, et, pour le compte des Omnicane, il fait un profit de 476,9 millions de roupies en 2011. Et donc, alors qu'il fait, non, il fait un profit, son profit a augmenté, alors qu'il était 316 millions auparavant. Au fin même cause Alteo, Kotlin fait 1,4 milliard contre 663,6 en 2010, ou même cause Terra, qui fait sorti 400 millions, il arrive 653 millions. Absolument. Donc, c'est un chiffre qui c'est un chiffre qui sorti dans Financial Report. Et tout ça pas ce bon qui n'a pas. Non, c'est un chiffre officiel. Et nous sommes capables encore, nous avons encore un chiffre qui peut venir, c'est-à-dire la distribution de dividendes. Et nous avons un chiffre, earnings per share, c'est-à-dire ce que vous gagnez pour chaque action. Pour chaque action, et comment dire, la valeur totale du bien. Hein? Donc, la santé, ça va une compagnie là, est bon. La santé, ça va une compagnie là, est florissant. À ce là la question d'ici quand même. Depuis la réforme a commencé, nous finissons l'année dernière, par exemple, le prix d'ici qui fait recevoir par tout le monde qui est impliqué dans la plantation, dans la production d'ici, les fins arrivent à peu près au même niveau qu'il était au début de la réforme. Ça veut dire 16 000 kitseuses, 17 000 kitseuses. 17 000. Voilà. Alors donc, ça changement-là fin arrivé, un parti avec donc malgré la baisse, le prix du cycle de l'Union européenne, de nous, malgré sa baisse-là, notre profit n'a pas baissé. Non, le prix qui gagnait par la tonne, il faut dire, il n'a pas fait baisser l'année dernière pour la coupe, l'année 2012 et 2013. Le prix de changé. Le prix, il arrive presque même, on va dire, l'effet 36%. Nous rappelle qu'il finit là une baisse de 36% dans le prix que l'Union européenne accorde nous. Et malgré sa baisse de 36% là, le revenu de ma compagnie sucrière n'a pas baissé en réel. Ni baissé, ni revenu, ni le prix du cycle qu'ils ont vendu. D'accord. Et deuxièmement, livrer une affectation, le marché mondial, ne pas nier qu'il y a une affectation au marché mondial, mais par rapport à ce qui peut arriver réellement dans cette compagnie-là, vous avez les moyens pour payer. Deuxièmement, avec ce qui peut dérouler au niveau mondial, c'est pour ça qu'il nous introduit un nouveau élément dans la négociation actuelle. Nous peut dire que tout un collectif agreement qui fait, il vise à respecter Fair Trade Certification. C'est-à-dire, Fair Trade Certification, c'est une certification qui vient de plus en plus commun dans le monde, avec mouvement qui va travailler, va consommateurs, va militants de la justice économique qui l'a mené dans le monde, pour dire que la production de un produit qui n'est pas qu'à faire dans des conditions semi-esclavage ou bien limité à faire dans des conditions de travail décent. Decent work. Alors, une série ou bien une production qui fait par une coopérative. Alors, le but c'est pour encourager production d'un produit comme d'ici, faire dans des conditions de travail décent, et deuxièmement,
pour encourager une petite production, une coopérative, etc., pour faire d'ici, et pour qu'ils soient capables d'exporter d'ici, par exemple. Et là, quand d'ici exporter avec sa certification-là, je gagne un peu plus facilité le marché, mais si à tout, je gagne un premium, un service. Un premium, un bonus. Un bonus. Si nous Alors nous pouvons dire que c'est dans cette direction-là qui va accompagner l'établissement besoin aller, c'est-à-dire vers plus respecter votre créature de certification. Et une meilleure distribution à travers un meilleur salaire. Un meilleur salaire, parce qu'il aussi facilite l'entrée d'ici dans le marché extérieur. Nous connaissons que la réforme de l'industrie sucrière est ongoing depuis pratiquement depuis que l'industrie sucrière existait, et tout comme la centralisation. Et nous connaissons qu'il y a une dernière réforme qui fait, si nous prenons à partir de la date, justement l'année quand fin commence à baisse de prix de disciples qui nous vendaient à l'Union européenne, et il y a peu l'année maintenant, où les diamants à Soxobon qui sa réforme sucrière, qui tout le monde peut dire, y compris le gouvernement, quel qu'il soit, y compris les producteurs eux-mêmes, sa réforme inévitable et importante et cruciale, profite surtout à la compagnie sucrière. Absolument, absolument. Si nous prenons, est-ce qu'il y a le capital, ça veut dire le capitalisme, ou bien le travail qui fait bénéficier? La réponse catégorique, c'est le capital, ça veut dire détenteur capital qui finit bénéficier de sa réforme. De sa réforme. Là, moi, je donne l'exemple. Alors, l'aspect central de sa réforme, là, c'est justement réduction main-d'œuvre. Mais quand nous pouvons réduire main-d'œuvre dans l'industrie sucrière, ce qui l'établissement fait, il ne peut pas réduire juste le nombre de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs qui travaillent. Il peut réduire ça de travailleurs qui ont une condition d'emploi particulière. C'est-à-dire, un travailleur, cette condition d'emploi, il vient après 100 années d'année. Et tous les droits, tous les avancées, ils sont codifiés dans la loi, dans la code, dans l'award, dans la remuneration order. Et quand on peut diminuer un travailleur, on peut diminuer ça type de condition d'emploi particulier. Et le but initial. Donc, quand on peut diminuer le travailleur, on peut diminuer le nombre de gens qui gèrent, qui régissent par sa condition d'emploi. Exact. Qui prend 100 années pour le faire. Et nous, il y a un certain nombre de limites d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu de protection pour un travailleur et un peu d'avantage également pour un travailleur. Alors, là, le but initial, quand ils mettent réforme, c'est pour une compagnie sucrière vers le plan masse même, avec la loi Sugar Industry Efficiency Act, soit amendement initial en 2007, qui vise pour permettre à la compagnie sucrière prendre jusqu'à 10 500 travailleurs saisonniers. Alors qui, avec une compagnie qui membre MSPA, qui est dans MSPA, qui est en production d'ici, soit dans la grande majorité. Il y a à peu près 5 000 là. 5 000 travailleurs permanents. Et dans la coupe, il prend à peu près 10 000. Non, pas ça que je veux dire. Je veux dire, initialement, j'ai envie de prendre 10 500. Autour de la vision qui et ça, pas de récit seulement. Pas de récit, et heureusement, la cause d'un syndicat, OASI, des autres syndicats. Et là, il y a actuellement qui est dans le limite. Alors, là, c'est le premier contentieux qu'il y a entre travailleurs, syndicats et la compagnie sucrière. Premier contentieux. Vous voyez, quand tu votes Sugar Industry Efficiency Act en 2001, tu as une provision pour dire que tout le monde qui peut travailler dans l'industrie sucrière, qui est laboureur, qui est artisan, en droit reste dans ce travail-là, pas un droit faut se prendre VRS. C'est-à-dire VRS, j'appelle ça volontaire. Alors, il y a une provision dans la loi pour dire que tout le monde qui travaille jusqu'à le 31 mai 2001 shall be entitled to remain in employment. C'est ça, verbatim, c'est dans la loi. Et là, il y a une autre provision dans la loi qui dit que toute compagnie sucrière, quand je peux prendre un travailleur saisonnier, je n'ai pas un droit de dépasser un seuil de 20%. Ça veut dire 20% de la totalité des autres main-d'œuvre à ce moment-là. À un moment, n'importe qui du monde peut dire si la Coupe 2013, ou pas capable prendre plus que 20% de travailleurs permanents. Qui est là. Au établissement, je interprète la loi
pour dire comme ça, supposément, pas capable de prendre 20% de ce qui nombre travaillait existé en l'année 2001. Vous pouvez comprendre? Mais en quelle année je peux comparer? Ah ben je peux dire prends les 2001. Alors je peux prendre le chiffre, je prends X nombre 2001, saisonnier. il n'a plus beaucoup travaillé. Bien sûr, c'est la 21 000. Ok? Et maintenant, Ah, en je totalité. je n'ai plus là, tout va bien. Alors donc, après cette semaine-là, Mais ça, nous pouvons annoncer que le GNP peut prendre une action légale, et la Cour de justice pour vous décider est-ce qu'il va accompagner ce crier qui a raison, ou bien le syndicat, le GNP, OASI, SILU, AGW, OUA. Cette semaine-là, nous pouvons faire ça l'action. Votre interprétation de la loi. Nous n'avons pas de conseil légal. Votre interprétation de la loi dit qu'il y a besoin de 20% de la main-d'œuvre actuelle. Oui, et que la main-d'œuvre actuelle, il veut dire ce qui existait en 2001, qui est diminué. Alors donc le 20% vis à là. C'est une mesure qui est introduite pour empêcher l'abus. Parce que nous payons, connaît l'industrie. Mais pourtant, l'abus peut continuer. Oui, pour le dernier exemple, pour donner un chiffre, pour l'année 2012, une compagnie, une usine comme Omniken, un plus grand, l'usine, l'Itiena 141 travailleurs qui travaillent dans le moulin, dans l'usine, permanent, 121 presque 100%. contractuels. Presque 100%. Mais presque 100%. Alors, ça donne nous l'idée de qui ça n'a, quelle manière réforme la piale. C'est-à-dire, enlever diminution l'emploi, mais quand bien guetter l'emploi, pas l'emploi là qui peut établissement mais la qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, parce qu'il y prend 121 encore. Et là, ça même qu'il lève justement contentieux, problème et conflit dans la négociation en 2013. Parce qu'il nous peut dire, nous n'sommes pas capables d'une violation comme ça, et que là, elle signe un autre collectif agreement, tant qu'il nous pas réglé, ça qualité de violation là. Interprète quel nombre exact, quel pourcentage exact qu'ils sont capables de recruter pendant la coupe comme travailleurs saisonniers par rapport à travailleurs existants. C'est-à-dire travailleurs permanents existants. Et là où on peut dire qu'il compte à partir maintenant. Nous, l'interprétation, le 20% est basé sur la journée qu'il fournit par un travailleur permanent actuel. Current. Oui, et pas en 2001. Mais normal, n'importe quel enfant vous dire. Donc nous faisons un break et nous continuons avec un second. Et bien sûr, nous causons l'industrie sucrière, nous causons aussi sur le pot, la situation dans le pot, et nous causons rapidement sur la situation politique. Retour avec face à face un entretien qui nous proposons avec bien sûr et Ashok Soubon. Et Ashok Soubon, là, nous peux cause justement sa réduction de la main-d'œuvre permanente, et qui manière pendant la coupe, puisque sa main-d'œuvre permanente qui ne restait là n'est pas assez pour faire la coupe. Donc, y compris dans le canne, y compris dans l'usine, les autres recrutent des travailleurs saisonniers. Est-ce qu'ils recrutent des travailleurs saisonniers pour ça 5-6 mois qui la coupe durée, et ils ont les mêmes conditions de travail qu'un travailleur permanent? Non, je n'ai pas gagné. Parce que les travailleurs saisonniers, je la paye, les basés sur remuneration order, qui une vieille, qui finit une obsolète, et ça va l'abouer. Et les travailleurs qui travaillent dans l'usine, je pas gagné les autres bénéfices de la paye d'y aligner, mais il y a beaucoup les autres bénéfices, les autres conditions qui ne sont pas gagnées. Donc la réponse est non, je n'ai pas gagné, les autres conditions du travail sont inférieures. Donc encore une fois, la réduction de la main-d'œuvre et le recours à travailleurs saisonniers et les profitent encore une fois à un employeur ou les gars. Oui, ils profitent d'un détenteur capital, d'un capitaliste. Et vous connaissez le problème de saisonnier contractuel, il y a aussi vieux qui est l'histoire de l'industrie de la canne. C'est l'industrie de la canne. Dans l'époque, il basé travailleurs saisonniers justement. Tu sais qu'ils sont là, ils viennent après l'esclavage. Même avant, dans les années 50, oui, ou même jusqu'à 60. Jusqu'à 64, il y a introduit un système corps. Ça veut dire avant, du monde, quand l'établissement vit des autres, boire de l'huile, tu peux appeler ça, et arrêt de travail, les autres arrêt de travail. Oui, je travaille quand la fumée. Quand la fumée sortit de la cheminée. Donc, il est pareil comme ça, les diamants. Si nous pas mettre un paramètre de protection, il risquait d'empirer.
Et c'est pour ça que nous peut dire, applique une spécification fair trade. Et que ça problème qui peut dire, autant qu'il y a autant vieux qui l'histoire, l'industrie sucrière dans Maurice, ça problème saisonnier lié autant lié avec toute forme de production agricole dans le monde entier. Oui, il y a beaucoup de place pour faire ça. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de produits saisonniers en fait. Ouais, alors donc, il y a beaucoup d'abus là. C'est pour ça qu'il y a une spécification de fair trade, dit par exemple, qui, justement, et la loi Maurice déjà dit ça, qui tout travail qui peut faire dans un moulin ou bien dans un carreau, s'il peut faire le même travail qui est permanent, il vise les mêmes conditions. Même conditions, okay. Salaire, même conditions d'emploi. Même conditions d'emploi, même rémunération, même conditions d'emploi. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, comment vous faites. Deuxièmement, fair trade, à plus loin, et ça principal, comment se reconnaître dans les stations mauriciennes, c'est que pour un travail qui donne par son nature l'irrégulier, un regular work. Par exemple, un dimanche qui fait l'entretien, travaille dans le moulin, qui fait l'entretien, etc. Il fait un travail permanent. Pareil comme un dimanche qui travaille dans le carreau, il fait un travail permanent. Quand il a pour nettoyer, faire des paillages, exactement. Mais on ne peut pas faire un travail pour un travail qui, dans son nature, l'irrégulier, 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 on ne peut pas prendre contractuel pour ça. Alors ça, c'est une spécification dans Fair Trade qui est partiellement reconnue dans les législations mauriciennes pour dire qu'il pour un travail de nature permanent, ou pas grave, on dit saisonnier. C'est-à-dire si dans l'hôpital ou bien dans Mauritius Telecom où tu commences par un monde saisonnier, tu proposes un problème. Et d'ailleurs, c'est un contentieux qu'il y a dans plusieurs secteurs. Là. Alors ça, c'est une spécification de Fair Trade. Ça. Et Fair Trade, aller plus loin, dire comme ça que ça. Si vous pouvez bien m'aider en plus, ou bien il y a une planification, vous avez une projection pour ça la coupe là. Et que là, vous discutez ensemble avec le syndicat. Voilà, nous n'attendons qu'un temps. Et nous n'attendons du monde pas poissé. Pas poissé, nous n'attendons pas. Et là, on discute. Tout ça là, nous pouvons demander. On prend, nous pouvons demander. C'est un nombre de 3 exemples. Alors, c'est ça une nouveauté qui nous permet dans cette négociation là. Et Moko, qui va accompagner Sucrier, je dis exporté à travers Mauritius Sugar Syndicate, qui lie une certification de Fair Trade. Et donc, tout ce qui allait dans la certification. Pour bien dire qu'il produit dans une condition acceptable et compatible avec Fair Trade. Compatible avec Fair Trade. Alors donc, l'accompagner, Sucrier, tout ce qui nous demande dans sa négociation là. Il arrive un moment que depuis qu'on réfléchit comment dans des siècles derniers, j'ai bien réfléchi par rapport à ce changement, ce siècle-là, c'est-à-dire, et je n'ai pas trouvé déjà un emploi, un auditeur qui vient pour venir get une spécification. Tout ça là, dis-moi, alors, les pour le progrès pour nos pays, pour la société, pour l'industrie sucrière, qu'ils ont accepté, qui la cour collective. Les temps ont changé. La mentalité bizarre changé. Qui la cour collective qui nous pourra le signer, nous espérons signer, plus vite possible, qui prend en considération le Fair Trade Certification et qu'un partage de la richesse équitable. Et vous pouvez dire moi, les négociations redémarrées en 2014 et une demande d'une part des syndicats et une proposition de l'employeur à travers MSPA. Et il paraît qu'il paye n'a aucun consensus jusqu'à l'heure, paye n'a aucun compromis jusqu'à l'heure des deux côtés, ou un consensus des deux côtés, et ce qui nous fait réel dans une situation de tension et qui capable arrive, comme il est arrivé l'année dernière, et que nous retrouvons nous dans une probabilité de grève dans l'industrie sucrière. Vous voyez, entre bande détentée capitale et bande détentée à la force travail, il y a tout le temps de conflit. Mais là, il n'est pas facile pour avoir un consensus. Et c'est la cause pas facile pour avoir un consensus qu'il y a une négociation pour trouver un consensus. C'est comme ça qu'il y a ce qu'on appelle collective bargaining et collective agreement. Exactement. Alors donc, nous allons négocier. Et ça quand on négocier la balle est dans le cadre de la MSPA, qui pour fixer date. Alors, moi, nous pensons dans 2-3 semaines, mais quoi qu'il arrive, l'Assemblée déléguée va le syndicat de l'industrie a besoin des 24. Les 24 janvier. Et que nous avons de réponse à MSPA et que nous, possiblement, pour aller voir l'Assemblée générale, pour décider de la mort à suivre dans mi-février, comme ça. Et ce qui est capable de la grève, et la loi dit,
capable dans la grève dans le contexte de négociation. Donc, dépendant de la circonstance. Oui, la possibilité de la grève est bel et bien là. Ok? Aucun travailleur, aucun laboureur, aucun artisan pas souhaité qu'il nous besoin jusqu'à là. Nous préférons une signature, un accord en bonne et due forme. Nous préférons tomber d'accord qui peut arriver pour fixer la négociation aussi, parce que ça c'est un petit contentieux. Mais si nécessaire à dans cette direction-là, c'est l'Assemblée des travailleurs qui peut décider, c'est les travailleurs à travers un bulletin de vote secret, secret ballot, comme la loi dit, qui peut décider. Et donc, oui, la possibilité existe. Et la possibilité existe dans le moment que nous commençons la négociation. Et c'est une possibilité qui ne pas écarter et travailler. Mais ce n'est pas moi qui peux faire la grève, ce n'est pas moi qui décide la grève, ce n'est pas Serge Geoffrey, ce n'est pas Ramzan Khan, ce n'est pas Lal Léonard, c'est travailler dans l'Assemblée générale et à travers le bulletin de vote que je peux décider. Mais seulement, ne pas souhaiter à ce stade-là. Nous avons un conflit en 2012, dans 2010, nous avons un grand conflit en 2012. Et là, nous avons une exigence fair trade, le patron connaît. Qui comme un auditeur venu sur la ça veut dire. Et nous, dans l'année, que nous travaillé extrêmement mobilisé en 2014, qui est le plan syndical, qui est le plan politique aussi. Alors, nous souhaitons un accord au plus vite possible. Et nous avons l'essence qui vous fait la négociation pour continuer. Mais la possibilité de la grève, il est bel et bien là. Voilà, nous sortis dans nous sortis dans l'industrie sucrière et nous rentrons dans le port et comme on entend bien dans le doc et nous connaissons que le sucre, l'industrie sucrière et le port sont étroitement liés depuis très très longtemps, pas seulement dans les années 70, dans les années 30, 40, mais nous continuons un lien. À Soksogo, aujourd'hui dans le port, tout travailleur confondu. Non, moi je dis cargo handling corporation. Et dans 5 syndicats. Oui. Et là-dedans, il y a un syndicat qui est ou négociateur. Après, il y a 4 des autres syndicats qui ont un foreman, joint negotiating panel. Et maintenant, il y a la même possibilité qu'il faut un référendum pour décider que c'est un qui plus représente le travailleur. Et nous sommes capables d'un seul représentatif, c'est-à-dire nous pouvons le seul interlocuteur de l'employeur, mais nous ne pouvons pas retourner dans les certaines années, nous ne pouvons pas retourner dans une division malsaine, une division qui contraire à l'intérêt final de la classe ouvrière. Pourquoi la démocratie syndicale, la démocratie travaillée, elle est sacrée. Okay? Et quand une ancienne génération syndicat qui n'arrive à ce terme, Lucas a dit, dans l'année, commencement de l'année 70, c'est la démocratie, c'est le référendum qui fait une... Des partages. Alors, mais pourquoi qui besoin de dire que moi personnellement, vous connaissez, ben, travailler les pauvres, ils retournent vers la GWF. Nous répondons, les discours, vous le comprenez, Maurice, parce qu'il me connaît, référendum dans les pauvres, s'il ne peut pas le référendum, il prend un référendum historique. Autant historique que référendum de 71. Okay. Et à partir de l'année, un syndicat historique dans les pauvres qui est affilié avec GWF, pour tout ça, qui est à la pointe des combats. À la pointe des combats. Et je fais prendre de distance, pour pas de raison. Avec GWF avant l'année 2010. Et à partir de l'année 2010-2011, plaisir à travailler les pauvres, ils retournent vers la GWF. Premier, c'était de constater que le syndicat historique dans lequel j'étais, il rentre dans ce qu'on appelle une vie antidémocratique, il rentre dans une forme de décadence. Deuxième, le syndicat qui commence pratique ce qui est capable de dire quoi, sacrilège dans le mouvement syndical, c'est-à-dire introduire la division communale et glorifier la division communale dans la bataille syndicale, c'est-à-dire financer la gazette sectaire à travers fonds syndicats. Vous êtes aussi rapproché avec MR et qui sont dissous des intégrés le PMSD. Ok, ça c'était un même problème, deuxième. Et troisième, la pratique de négociation qui se déroulait dans les cours avant 2008 et jusqu'à 2008, il entraîne une série de discriminations structurelles.
C'est-à-dire quand il y a une nouvelle condition d'emploi en 2008, il y a un certain nombre de conditions d'emploi pour un travailleur qui ancien et qu'il y a une autre condition d'emploi pour un travailleur qui est nouveau. Alors par exemple, un travailleur qui travaille à soir, tout travail, même travail à soir, un ban qui peut gagner un chiffre allowance, c'est un autre ban qui va gagner. Un ban qui gagne une affaire qui s'appelle PPA, Permanent Pensionable Allowance, un autre ban qui peut gagner. Alors, la révision salariale de 2008, il provoque beaucoup de discrimination. Quand on ajoute tout ça, les facteurs ensemble, les travailleurs viennent vers la GWF. Vers le syndicat qui appelle Portuis. Non, les travailleurs retournent vers GWF. Et GWF créer un autre syndicat. L'autre syndicat. Comment vous dites aujourd'hui, il faut que tout le monde entende. Et les travailleurs la connaissent. Quand je viens à la GWF, je viens dire al 600 autres syndicats. C'est-à-dire pour qu'ils s'en vendent donc ou bien à joindre un autre syndicat. Ça, c'est la deuxième option qui m'a dit ensuite. Mais je mets tellement d'arguments là pour retirer pour tout ça. Tellement d'arguments, la question, un problème structurel pour je joindre à ce syndicat-là. Là, un GWF, ce comité, décide pour appuyer des masses à travailler. Et qu'ils font PLMEA. Ok? Ils font PLMEA et finissent une bataille légale dans Employment Relations Tribunal. Et le tribunal il donne la reconnaissance parce qu'il ne satisfait les critères par la loi. Là, tous les 5 syndicats, il y a une reconnaissance là. De reconnaissance, tout dépend pour qui ça fait. Et c'est ça un gros problème juridique qui peut lever dans 20 jours et mois à venir. Et alors le PLMEA, il a la reconnaissance pour représenter tout un travailleur, staff et manuel, staff non-top management, toute catégorie staff, toute catégorie manuel. C'est des grosses catégories là de représenter. Nous tiens à 30% et la première bataille de la PLMEA, c'est pour adresser un certain nombre de conditions de travail discriminatoires et anomalies qui créent dans l'accord de 2008. Nous faisons cette bataille-là, nous faisons suivre une procédure de la loi et travailleurs final jusqu'à le votement pour la grève. 84,3% travailleurs qui votent officiellement. Tout le travailleur, pas seulement ou syndicat. Tout, 84% c'est vote dans travailleurs pauvres. Le pauvre. Totalité, vote en faveur de la grève. La grève légale dans le pauvre. C'était en 2011. Mais au PECO de démocratie syndicale. Vous êtes terminé si vous permettez-moi. Alors, finir sa première phase là. Finir l'élection board. Vous connaissez Cargo Corporation, c'est un débat acquis des combats ouvriers des années 70. C'est celle paraétatique que travaillait car il y a 3 directeurs. Dans board, 20 directeurs du conseil d'administration. Ben, il y a une élection. Il y a une élection tous les 3 représentants. Nous gagnons autour de 66 à 72% de vote. Ok, pour le Sabbat, il gagne autour de 20 à 22%. Ce qui fait que quand on arrive vers la grande négociation de 2012-2013, Portuis Maritime, PLMEA, il a autour de 80% membres. Okay? Alors l'unité peut construire. Vous savez, l'unité, il n'est pas juste pour 4-5 dirigeants faire une conférence de presse. L'unité peut construire autour d'un syndicat fort et puissant. Donc, vous voulez dire, moi, les autres peuvent disparaître. Un peu comment Darwin peut dire là? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Non, mais quand demain on fait un référendum, non, quand et si on gagne on va expliquer ça. Quand il arrive ça, il arrive une négociation, là nous avons une première différence fondamentale. Ben syndicat, comme on PLMEA, nous, c'est PLMEA, nous faisons adopter un système que les travailleurs participent dans la négociation. Okay? C'est-à-dire, nous privilégions, nous privilégions la négociation. À chaque moment qu'il y en a pour décider des affaires importantes, les travailleurs participent. Quand il y en a pour décider qui vous demandez, ils participent. Quand il y a un blocage dans la négociation, dans l'Assemblée, ils participent dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, s'il y en a pour voter pour la grève, ils participent. C'est une forme de participation majeure. Et ça, nous privilégions ça, principe de négociation. Systématiquement. Okay? Tandis que les autres syndicats ont adopté un ancien système. Un système un peu ressemblé à PRB. C'est-à-dire que nos commissaires, ils produisent un rapport, pratique qui tient là avant, il y a mené dans le board, les labos appauvris, les syndicats disent d'accord que c'est ci, je pas d'accord que c'est là. Les là, il y a une anomalie comité. C'est un système unilatéral, c'est un système arbitraire qui, comment existait dans PRB, au cas où une corporation, il y a une compagnie. Il y a une compagnie d'État, mais il y a une compagnie. Il fonctionnait comme une compagnie. Et PLMEA refuse ce système-là depuis le commencement. Alors, nous suivons procédure de la négociation sur Employment Relations Act. Alors, quand
fini dans un management et de négociation, nous suivons la loi. En janvier, ça l'année-là, l'année 2013, nous finissons déclare un dispute. Nous finissons devant CCM. Nous suivons toute procédure devant CCM. Quand management, commission pour la conciliation de médiation, quand management invite avec ce compte proposition qui est en forme rapport à PANA, et PLMEA et ban travailler les pauvres massivement, pas d'accord avec ça, pour plusieurs raisons, ok? Je t'ai pris le rapport tout dans l'Assemblée, et là, il est en plein moment que la PLMEA a le droit de faire la grève des cadres, ok? Alors, le travailleur s'est mobilisé. Et c'est la même sorte de Goslo. C'est un mécontentement. On va appeler Goslo, mais c'est un Goslo, un genre de mécontentement dans les pauvres. Et qu'il traduit par le fait qu'il brille ça rapport à là. Et que là, c'est là 6 points, c'est 6 points qui fait en dispute dans CCM. Et Cogwelling Corporation prend la sage décision pour conclure un accord avec PLMEA dans CCM. Et ça, l'accord-là, fait faire qui va travailler une gain plus que 20% augmentation de salaire. 900 travailleurs qui partent dans un plan pension, qui rentrent dans un plan pension, leur propre contribution, 6%, les couverts par l'employeur, ce qui veut dire travailler une 20% plus 6%. À peu près 400 travailleurs qui participent gagnent un allowance qui s'appelle PPA, c'est un mode de discrimination là, ils gagnent PPA. Et quatrième, le plus aussi important, parce qu'il y a un changement structurel historique, c'est pour développer, pour créer une nouvelle structure pour valoriser le travailleur manuel. Vous connaissez le muscle va travailler dans les peaux, il dépend quand il a l'unité tout ensemble. Mais un des gros les bras, c'est le travailleur manuel. Alors, quand on fait ça, l'accord en bonne et due forme, il est enregistré, etc. Et quand il est là pour implémenter dernière mesure, c'est-à-dire sa nouvelle structure pour promotion du travailleur manuel, nous finissons un syndicat soutenu par un autre syndicat, pour le Samba, soutenu par MTPU, qui rentre une caisse dans la cour, et ça qui est le problème là. Pour dire, invalidation. Quoi je veux dire invalidation? La cour qui amène une plus grande avancée à travailler les pauvres dans les derniers 15-20 ans. Et c'est ça qui provoque la PLMEA pour protéger ce membre. 81% de membres pour demander le sole recognition. Moi, vous dites, moi, le sole recognition, le droit de négociation exclusive. Un seul syndicat a le droit de négocier avec l'employeur. Mais ben, les autres syndicats disparaissent? Non, pas disparaître. Vous avez le droit de négocier. Mais qu'est-ce que fait alors? Ben, je gagne le droit à remplacer le membre individuellement. Ok? Alors donc, ce qui est arrivé quand nous. Vous pouvez faire même c'est la cause, le syndicat, l'autre côté, peut contester le droit acquis. Qu'est-ce que tu peux faire, Habib? Si travailler une gain augmentation, comme moi l'explique, si une gain tout ça, bonne condition là. Nous, le syndicat, nous avons 81% membres. Ou bien, à ce moment, c'est une tentative d'hégémonie. Non, absolument pas. C'est la défense de 80% des travailleurs des pauvres. Parce qu'ici, nous sommes obligés de protéger l'accord qui nous a signé. L'accord qui n'a prouvé par nous, syndicats, qui représentent 80% membres. Donc, vous pouvez dire vous représentez 80% membres, donc c'est un référendum qui pourra... Non, vous expliquez que ça est arrivé. C'est-à-dire, c'est la cause de la contestation. Vous connaissez, capable d'arriver ça, Habib, qui est là, qui pas fine-tune, qui pas correct aussi, qui un travailleur pas d'accord sur ce droit ça. Ok? Les gars, pas challenge ça dans l'affaire spécifique là. Il n'est pas capable, des points de vue syndical, à challenge totalité la cour. Et je peux dire qui recommence tout à zéro, recommence négociation à zéro. Alors, espère, mais il y a un devoir pour protéger ce membre. Okay? Donc, c'est pour sa raison-là qu'ils peut demander faire un référendum pour... Nous peut demander sole recognition. C'est l'employeur qui doit décider. Sole recognition veut dire qu'il vous tout seul négocier avec l'employeur. Bien sûr. Et vous tout seul, pas moi tout seul, c'est la peine à l'heure. Non, quand vous dites vous tout seul, moi je veux dire, ou syndicat, ça syndicat-là, et dans ce sens-là, et les autres syndicats ne sont pas capables de négocier. Travailler pour décider. Parce qu'il travailler pour décider. Comment vous décidez là, l'employeur pour vous donner une réponse, et qu'il faut faire. Là, soit l'employeur lui-même, soit le deux blocs, entre ces deux blocs syndicaux là, il a le droit de faire l'appel à tribunal pour lui déterminer
qui s'en pour la seule recognition. Et là, vous avez fait un référendum. Là, oui, la possibilité, une grande possibilité qui est dans le référendum, mais peu importe, référendum par référendum, pour une élection, l'autre élection dans le pot, en masse, en plus tard en masse, pour renouvellement 3 représentants vote. Ça aussi pour une valeur de référendum. Oui, mais c'est moi, pas pour parler comment un référendum qui Bien sûr, donne bien seule recognition Bien à syndicat PLMEA. Alors, la position PLMEA, c'est comme menace le droit acquis de ban travailleurs, qui nous finit obligés de prendre cette décision-là. Il y a une campagne diffamatoire de mensonges qui peut faire dans ma caisse qui rentre la cour dans un jour à venir. Et beaucoup qui. Donc, il n'y a aucune tentative hégémonique de la part de PLMEA. C'est pour plus Maritime Employees Association. Vous connaissez, quand il y a une adhésion massive à PLMEA, il y a un support massif à PLMEA, parce qu'il peut faire bon travail. Il y a un support massif à PLMEA, parce qu'il redonne la parole à travailler les pauvres. Donc, évidemment, s'il y a un référendum demain, c'est pas où, it's not your doing, dans le sens qui, c'est pas où qui peut tout les autres syndicats. Non, au contraire. On n'a pas l'intention pour éliminer les autres syndicats. Au contraire, pendant plusieurs amendements, on peut dire, oui, ça fait interne dans le syndicat. Depuis plusieurs l'année, en fait, depuis que PLMEA est venu, quand PLMEA dépasse la barre de 50%, il y a des demandes sur la compétition. Moi, je trouvais qu'il n'y a pas trouvé aucune raison. Qui fait exclure les autres. Non. Mais quand les autres comptent à demande invalide, un accord, les là, pas capable de permettre ça. Voilà, et nous bien terminons l'émission, nous reste un petit peu de temps. Une dernière question politique, puisqu'il finit dans différents événements, nous ne pouvons pas revenir là. Mais moi, c'est que je m'intéresse devant nous, où finit un monde qui fait une milite depuis un bon bout de temps pour une réforme électorale, pour une réforme constitutionnelle, où fin même résistance et alternative, il même mettre ma case la Cour, aller jusqu'à Private Council, aller jusqu'à Nations Unies pour demander sa réforme-là. Et là, dans le discours à la nation, et message qu'il a prononcé à la nation, à la télévision, le Premier ministre évoque la probabilité qui parfois de l'avant avec la réforme. Comment on trouve ça? Pour une dernière question, nous pouvons terminer là. Je crois qu'il est grave. Sa possibilité qu'il Ramgoulam introduit, oui, il dit de ce discours, il a dit 4-5 fois, et il est grave parce qu'au lieu qu'il rallie tout la force en faveur des progrès, qui en dit élimine le communalisme, qui nous hérité dans la constitution du système politique, il laisse la porte ouverte pour ban passéistes à rentrer pour capable bloquer ça, une possible réforme constitutionnelle. Mais pourquoi il y a important souligner que résistance pas finalement les Nations Unies, vous avez une réforme. Les Nations Unies pour dire les droits pour un citoyen pose candidat sans imposition classification communale. Et la question qui est posée en 2014 pour tout un citoyen mauricien, c'est est-ce qu'il Navin Ramgoulam, Paul Béranger, Pravin Jagnat et les Jagnat pour rentrer dans l'histoire comme un dirigeant politique qui refuse écoute un pronouncement des Nations Unies et rejette candidature, ban militant résistance, ban militant qui était dans le bloc 104 par exemple en 2010, est-ce qu'il se rend dans l'histoire pour acheter? En 2005, une rejetée. Constitution, la loi dit une rejetée, on challenge. 2010, une rejetée. Là, nous avons Nations Unies qui dit bizarre amène mal changement pour qu'il dit moun capable pose candidat et donne l'opinion politique, présente une alternative pour nos pays. Est-ce qu'il peut le béranger ça là ce qu'il est arrivé? Navin Ramgoulam et Pravin Jagnat et Nehru Jagnat, bon les ces trois leaders là, la responsabilité des autres. Si résiste mot candidature et une alternative de gauche, écologiste, anticommunale dans la prochaine élection, je pourrais rentrer dans l'histoire pour ça. Alors qu'ils étaient dans le choix pour rentrer dans l'histoire. Dans la bonne voie, c'est pour amener une réforme anticommunale. C'est le souhait. Et on peut dire, nous commençons l'année, beaucoup de monde qui écoutent nous à ce là. Et si elle a rejeté candidature, elle lui pose un problème et résistance pas pour accepter. Qui est une troisième fois dans le pays en 2014 ou bien 2015, elle a rejeté candidature pour le simple fait
Kenzimoun refuse la classification communale. Nous n'avons pas accepté ça, ça c'est sûr. Voilà, et nous finissons arriver à la fin de l'émission. Mercredi, nous retrouvons pour les grands débats. Nous avons connaître le thème et invité. Pour l'instant, bonne continuation sur les ondes de Radio One.